Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. La formation et la recherche en génétique moléculaire au centre de l'audience entre le chef de l'État et le vice-président de l'université d'Evry Val-d'Essonne, le président Macky Sall, qui a également reçu les membres du Parlement de la CEDEAO. Ils sont en conclave à Dakar. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop a ouvert ses portes ce mercredi. Les étudiants peuvent à nouveau rejoindre les restaurants et les pavillons. Les autres activités du campus ont également repris. Dans la série Santé, nous parlerons de la politique de prévention du programme élargi de vaccination. Nous ferons également connaissance avec le centre chirurgie cardio-pédiatrie. La rubrique Santé s'intéresse au stress. Il est à l'origine de nombreuses maladies comme la tension, le diabète, le manque de sommeil et peut-être du cancer du sein. Le président de la République a reçu en audience ce mardi le président de l'université d'Evry Val-d'Essonne en France. Le Sénégal avait exprimé un besoin dans le domaine de la génétique moléculaire. La formation et la recherche sont aussi au cœur de cette initiative de service. Voici Patrick Kurmi à sa sortie d'audience. Nous avons exposé au président notre enthousiasme vis-à-vis du besoin du Sénégal de monter une initiative de service dans le domaine de la génétique moléculaire. Le nom est un petit peu compliqué, mais ça permet de faire ce qu'on appelle les empreintes génétiques que tout le monde connaît pour la police judiciaire. Ça permet de contrôler la qualité des aliments pour l'homme et pour le bétail qui rentrent et qui sortent du pays. Ça permet de détecter les fameux OGM, voir s'il y a des micro-organismes qui sont dangereux pour l'homme ou l'animal dans les marchandises, très rapidement. Ça permet aussi de faire du diagnostic très précis dans le cas des maladies humaines. On pense évidemment au cancer, mais on pense aussi aux maladies infectieuses. Donc ce sont des tests rapides et qui évitent, dans le cas des maladies infectieuses par exemple, d'avoir besoin de cultiver les bactéries. Donc le Sénégal a exprimé un besoin dans ces domaines d'expertise. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet. Maintenant on est mûr pour pouvoir présenter au président de la République un programme. Et l'autre volet, c'est de faire de la formation et d'offrir aussi des technologies pour la recherche qui existent aussi au Sénégal, mais qui pour partie aujourd'hui se fait à l'étranger. Donc l'idée, c'est que les Sénégalais se saisissent de l'ensemble de ces disciplines pour les développer ici au Sénégal. On a passé 1 an à bien comprendre le besoin, la qualité du besoin, la police, le commerce, les hôpitaux, la recherche, quelle quantité dans chaque domaine, et à partir de là, on va pouvoir dire c'est des petites machines, c'est des machines de taille moyenne, c'est des grosses machines, et puis surtout penser à la formation des personnels, à la qualité du recueil des échantillons, la qualité du stockage, la qualité du rendu du résultat. C'est quelque chose qui doit être pensé, qui doit être mis en place de façon absolument propre. Patrick Kurmi, président de l'université d'Evry Val-d'Essonne en France, reçu par le chef de l'État. C'était mardi. Le Parlement de la CEDEAO en conclave à Dakar du 1er au 5 novembre pour discuter d'un plan régional d'investissement sur l'agriculture. Les parlementaires de l'espace CEDEAO ont été reçus par le président de la République. Ils ont sollicité son soutien pour la sensibilisation des chefs d'État dans la mise en œuvre d'un plan global. Aboubakar Kane. Le Sénégal abrite la première réunion délocalisée de la 4e législature de la CEDEAO et les discussions vont porter pendant 5 jours sur le plan régional d'investissement sur l'agriculture. Le modèle sénégalais étant cité en exemple, les parlementaires de l'espace communautaire sont venus solliciter les conseils du président de la République et surtout son soutien dans la mise en œuvre d'un plan global à travers une proposition de révision de la politique agricole commune. Le projet a été révisé et expurgé des dispositions conflictuelles. Il sera ensuite examiné par les organes statutaires avant la saisine de la conférence des chefs d'État en sa session de décembre de cette année. C'est le lieu pour nous d'en appeler encore à votre leadership pour la mobilisation de vos pairs à la cause du Parlement communautaire. L'agriculture africaine est caractérisée par sa ruralité, des méthodes culturelles dépassées et des équipements non adaptés. Le président Macky Sall a ainsi mis l'accent sur la nécessité de modifier les systèmes de production de manière à assurer une croissance soutenue. C'est heureux que les parlementaires de la CEDEAO puissent réfléchir sur une thématique aussi importante
et pour apporter aussi votre contribution et vos conseils aux États. Je suis convaincu que l'agriculture va transformer radicalement le cours de l'histoire en Afrique. Parce que l'Afrique recèle des terres arabes très importantes. On parle de 40 à 60% des terres arabes dans le monde sont en Afrique. L'Afrique a de l'eau, l'Afrique a des travailleurs, il y a du soleil. Donc il n'y a pas de raison que notre agriculture ne soit pas une agriculture moderne. Aussi faudrait-il aux États associer le secteur privé pour notamment la transformation des productions agricoles. Le foncier existe, tout comme l'eau. Il s'agit donc pour les États de la CEDEAO d'assurer les intrants et les moyens de moderniser les équipements. Des conseils qui seront pris en compte à la rencontre de Dakar. La commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz a été officiellement mise en place. 11 membres composent cette commission. Elle va auditionner le député la semaine prochaine et présenter son rapport avant la plénière prévue le 11 novembre. Retour sur la séance de ce mercredi à l'Assemblée nationale avec Ibrahima Diédhiou. 11h04. Barthélémy Diaz se présente à l'hémicycle. Quelques salutations à ses collègues. Pas un mot à l'endroit de ceux du groupe Benno Bokk Yakaar. Prévu à 9h, la séance aura accusé un retard de 2 heures. 11h34, le président de l'Assemblée nationale fait son entrée et explique. Le rapport n'était pas prêt. J'attends moi depuis plus de 2 heures. Et l'on vient de me dire que maintenant, ça y est, ça va. Voilà un peu. Quand on dit la vérité, on est tranquille. Après la lecture du rapport de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, les députés adoptent la résolution. La commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz peut commencer à faire son travail. C'est la commission qui va statuer sur la demande qui a été adressée à l'Assemblée nationale de lever. Est-ce que la commission va proposer que l'immunité soit levée ou pas? Ça, on ne peut pas anticiper sur cette décision. Suite à l'attaque de la mairie de Sicap Mermoz, le procureur général près la cour d'appel de Dakar avait demandé la levée de l'immunité parlementaire du député, lui-même l'ayant sollicité. Ça fait tout de même 2 ans que j'ai demandé la levée de cette immunité, en plus sans débat, suite à la décision de la justice de me traduire devant les tribunaux suite à l'attaque de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je souhaiterais que ce même ministre de la Justice, qui aujourd'hui a saisi le bureau de l'Assemblée nationale, qui est la courtoisie et l'aimabilité, de bien vouloir donner à l'Assemblée nationale les garanties d'un procès juste et équitable. Et que pour qu'il puisse être juste et équitable, il faut que les commanditaires puissent être présents. Parce que je pense que cette législature, la 12e législature, est celle qui a battu le record de levée d'immunité parlementaire. Et je rappelle que toutes ces levées n'ont abouti absolument à rien du tout. L'aboutissement de la levée, ce n'est pas du ressort de l'Assemblée nationale. Ce que nous allons faire, nous, en tant qu'Assemblée nationale, c'est prévu par le règlement intérieur. La commission des lois a créé une commission ad hoc. Cette commission ad hoc vient d'être ratifiée par la plénière et la commission ad hoc va entendre le député pour lui notifier la demande des autorités judiciaires. La réponse qu'il nous donnera sera mise dans un rapport que nous présenterons en plénière le 11 pour demander aux députés de décider ou bien de la levée de l'immunité parlementaire ou de la rejeter. On l'a entendu depuis 2 ans dire qu'il demande lui la levée de son immunité parlementaire. Puisque nous avons accédé à sa volonté, je crois qu'il ne doit pas en vouloir à personne. Si réellement il était sincère qu'il voulait aller en justice. La commission ad hoc est dirigée par le député Moustapha Diakhaté. Elle est composée de 11 membres et devrait auditionner Barthélémy Diaz avant le 11 novembre, date retenue pour le vote sur la levée ou non de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Vous le savez, le Sénégal assure depuis hier la présidence en exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un agenda chargé que notre pays va dérouler durant son mandat de président en exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous retrouvons notre envoyé spécial à New York, Khalisek. L'on se le rappelle parce que c'est encore frais dans notre mémoire. Le 15 octobre dernier, le Sénégal obtenait le prestigieux siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette date aura été marquée d'une pierre blanche dans l'histoire diplomatique de notre pays, qui est ainsi à l'honneur. Notre pays à l'honneur, mais aussi à l'œuvre depuis ce 1er novembre, parce que durant tout ce mois, il échoua à notre pays
l'insigne honneur de diriger le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et bien des thématiques vont meubler l'agenda de ce Conseil, de par les initiatives prises, mais aussi et surtout les propositions faites par le Sénégal. D'abord à travers l'initiative Eau, Paix, Sécurité, qui est une initiative phare du Sénégal, hydrodiplomatie, dans le cadre de la diplomatie préventive, pour éviter de conflits potentiels qu'on voit se développer si rien n'est fait. Autre priorité, c'est les opérations, les missions de paix sur le continent africain. Le thème du débat public ministériel que le ministre Mankandjaye va présider lundi, Inch'Allah, c'est justement sur les missions de paix et les menaces dites asymétriques. Autre illustration de l'ancrage africain du Sénégal, c'est le débat sur la coopération Union africaine, Organisation des Nations Unies. C'est le 18. Précédé le 17 d'un exercice similaire avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de coopération islamique. Nous apportons à ces deux organisations. Il faut donc que leurs préoccupations soient mieux entendues. Et sous mandat président sénégalaise, à forcerie. Et c'est donc parti pour un mois d'intenses activités diplomatiques, d'échanges fructueux avec des questions sur la gouvernance mondiale qui seront au menu des Nations Unies. Et un Sénégal, à la tête de ce Conseil de sécurité, va à coup sûr intensément travailler pour un franc succès de son mandat. Retour au Sénégal après Bokhol Malikounda accueille ce jeudi le chef de l'État pour l'inauguration d'une centrale solaire installée sur 22 hectares et qui va produire à terme 22 MW. Une concrétisation du mix énergétique qui va renforcer les capacités de production de la Sénélec tout en ayant un fort impact social pour les 9000 ménages qui pourront être approvisionnés avec cette énergie solaire. À la découverte de la centrale solaire de Malikounda Mbour dans ce reportage signé Adja Ourey Champrera. La révolution du mix énergétique est bien en marche actuellement au Sénégal avec ces milliers de plaques solaires qui s'alignent à perte de vue. Ces 22 hectares vont produire à terme 22 MW pour renforcer le réseau de Sénélec en énergie propre et sécuriser ainsi la fourniture pour près de 9000 ménages sénégalais. Déjà 11 MW sont en train d'être produits et sécurisés. On a une production en courant continu depuis les panneaux qui est convertie en courant alternatif par les inverteurs et qui est acheminé dans les transformateurs pour élever la tension et puis livrer à la Sénélec. Pour les 11 MW, pour le moment, on a 42 300 panneaux de 250 watts qui sont montés en série pour une capacité globale de 22 MW. Donc il faut savoir ici qu'on est sur un système technologique très avancé, donc où on dispose d'une plateforme qui nous permet vraiment de surveiller cette installation-là avec un maximum de retour d'informations. Le mix énergétique est optimisé avec cette utilisation du solaire. Cette centrale photovoltaïque n'a pas de grosses difficultés, les seules contraintes étant... Bon, le nombre de panneaux, parce qu'il y a panneaux de Nibari, il y a trop de panneaux et puis il y a la poussière éventuellement. Et c'est ça qui pose problème. Sinon, il y a l'herbe. Il faut combattre. C'est ça les difficultés. À part ça, il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas trop de panne, il n'y a pas de pollution sonore, il n'y a rien. Et cette centrale est aujourd'hui une opportunité pour les jeunes de la localité qui y trouvent leur compte en termes d'emploi. J'ai commencé comme ouvrier ici, mais aujourd'hui on y a appris tout ce qui tourne autour du montage des panneaux solaires. Et ça, c'est un avantage en plus de l'entretien. Les propriétaires terriens ont été indemnisés intégralement et grâce à la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, la commune détient des actions dans le capital de la société et ce n'est pas tout. Pour le montant qui allait servir à indemniser les propriétaires, le même montant, le promoteur devrait le verser à la commune pour que l'on puisse faire l'extension de tous les villages qui n'ont pas d'électricité. Un autre impact, c'est la construction d'un centre de santé, d'un lycée, la réfection annuelle de la route qui relie le croisement Malikounda au siège, la fourniture à la commune de 250 lampadaires. Je suis très content
Parce que si on a ça dans notre commune, on est obligé d'être content. Parce que vraiment, quand on voit les gens qui sont dans la brousse, ils n'ont pas de l'argent pour acheter de l'électricité, ils n'ont pas de l'argent pour pour regarder la télé ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on va boire l'eau fraîche dans nos frigos, on va regarder la télé, on aura des écrans plans, on aura tous. À quelques heures de l'inauguration de cette centrale, le courant issu du solaire permet aux techniciens de pouvoir bien travailler la nuit, une façon de présager de lendemains éclairés pour les milliers de Sénégalais qui vont pouvoir bénéficier de l'énergie solaire. À l'horizon 2018, le Sénégal atteindra 30% de taux de pénétration des énergies renouvelables dans la production d'électricité. En attestent les centrales solaires en cours d'installation un peu partout dans le pays. C'est la conviction du directeur des grands projets de la Sénélec. Issa Dione revient aussi sur les enjeux et perspectives des énergies renouvelables au Sénégal au micro de Pape Bounatiao. L'État sénégalais a instruit Sénélec d'introduire de façon progressive les énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et à l'horizon 2017, on devrait se situer à 20% d'énergie renouvelable dans le parc de production de Sénélec. C'est une instruction qui vient de Monsieur le Président de la République, qui croit aux énergies renouvelables. Il y a eu la COP21 avec l'accord de Paris que vous connaissez tous, qui a fait que tous les pays du monde s'intéressent aux énergies renouvelables. Et heureusement, nous, on n'a pas attendu parce que déjà en fin 2013, il y a des contrats qui avaient été signés pour donc acheter de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne à un certain nombre de privés. Il y a une série d'inaugurations à partir de 2017 parce qu'il y a la centrale de Santhiou-Mékhé de 29,5 MW qui est en cours de travaux. Il y a également d'autres dont les travaux vont bientôt commencer. Il s'agit de la centrale énergie ressources de Kaon de 20 MW. Il s'agit de la centrale EDS Eximag de Sakal 20 MW. Il s'agit de la centrale Tenmerina de 29 MW à Mérina Dakar. Il s'agit du projet de la KfW, qui est donc une subvention à l'État sénégalais pour installer 15 MW à Dias, également des centrales hybrides à l'intérieur du pays et d'autres mini-centrales dans les îles du Saloum. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un projet d'une grandeur incommensurable quand on parle d'énergie solaire. Il s'agit de 100 MW que l'État sénégalais va installer. Les 20% d'énergie renouvelable dans le parc de production de Sénélec seront atteints en 2017, mais en 2018 déjà, avec l'éolien et le programme Scaling Solar, nous allons vers 30% d'énergie renouvelable dans le parc de Sénélec. La facture pétrolière du pays sera réduite. Et je pense que ça veut dire que l'État, ce qu'il dépensait en pétrole, pourra l'économiser et certainement l'investir dans d'autres secteurs. Si Sénélec effectivement dépense moins pour produire son énergie, naturellement, c'est le tarif qui va baisser et les populations en bénéficient. Mais elles en bénéficient aussi parce que la facture pétrolière du pays va baisser et que l'État fera des investissements sociaux. Ce que nous allons présenter à la COP22 de Marrakech, nous en sommes fiers. Et c'est sur instruction de Monsieur le Président de la République. Parce que entre les deux COP déjà, avoir installé 40 MW solaires, je pense que beaucoup de pays n'auront pas autant fait. Donc, et pouvoir également présenter des perspectives qui font que en 2017, on aura 20% d'énergie renouvelable dans notre parc et en 2018, 30%, je pense que beaucoup de pays n'auront pas atteint ce taux de pénétration des énergies renouvelables dans leur capacité installée. Notez donc l'information, c'est l'inauguration ce jeudi par le chef de l'État d'une centrale solaire à Malicounda. Les activités de prestation des restaurants de l'Université Cheikh Anta Diop ont démarré ce mercredi. Plusieurs pavillons ainsi que le restaurant Self accueillent les étudiants. Les activités ont repris au campus social de l'UCAD Nudui Seydina Fall. L'ambiance revient petit à petit.
Les activités reprennent à l'UCAD. Le campus social a ouvert ses portes. Ce mercredi, la restauration a débuté. La file d'attente devant le restaurant Self confirme le redémarrage. Nous l'avons honoré. Le 2 novembre, nous avons ouvert les restaurants universitaires et c'est une ouverture progressive. Du riz au poisson pour ce premier repas servi à l'UCAD après des mois de pause. Un seul restaurant fonctionne pour le moment. Self est le premier à ouvrir ses portes aux étudiants. Le restaurant Self peut faire jusqu'à 6300. Présentement, l'effectif actuel gravite autour de 2000 étudiants. D'ici maintenant que le restaurant aura atteint sa limite, ça nous permettra maintenant de rouvrir d'autres restaurants universitaires, notamment celui de Claudel, NSUT, NCTP et celui de l'école normale. 75 francs CFA pour le petit déjeuner, 150 pour le déjeuner, 150 pour le dîner. Les tarifs n'ont pas changé. Dans les pavillons, nous retrouvons des étudiantes. Pour elles, le resto peut attendre encore. Pressées, elles le sont. Il faut vite ranger et refaire les lits, arranger les chambres fermées depuis des mois pour travaux de vacances. On vient de revenir aujourd'hui, après les vacances du mois de septembre. Le pavillon vient d'ouvrir, on vient pour s'installer, pour pouvoir vraiment continuer à réviser comme il faut. Comme il y a certains qui habitent vraiment loin et on a besoin du pavillon pour pouvoir être à jour dans les cours. Après réfection, désinfection, désinsectisation, plusieurs pavillons sont ouverts et mis à la disposition des apprenants. Pour l'essentiel, je peux dire à l'heure où je vous parle, presque les 3/5 de la capacité globale d'accueil du cours sont disponibles et les étudiants qui occupaient les chambres l'année dernière peuvent se rapprocher des chefs de résidence, remplir leurs formalités d'usage pour occuper les mêmes chambres. Nous, on se dit que pratiquement le cours doit respecter ses engagements par rapport à ce que nous avait dit, nous, en tant que structure légale et légitime, lors de notre réunion passée. Donc aujourd'hui, on a constaté qu'il y a pas mal d'étudiants qui viennent régulariser les chambres, les récupérer et y loger parce qu'il y a les sessions de rattrapage qui sont en cours. Les apprenants ont retrouvé leur chambre d'étudiants à l'UCAD. Bien sûr, il s'agit de ceux qui étaient logés l'année dernière. Au mois d'avril, après la proclamation des résultats des examens, les codifications auront lieu et les chambres seront reprises et réaffectées aux étudiants selon les critères définis. Le taux de prévalence du paludisme a baissé de façon significative à Tambacounda, des résultats obtenus grâce à des campagnes de vaccination. Cette année, en plus du programme chimioprévention du paludisme saisonnier, il y a eu le dépistage de la malnutrition et de la tuberculose thyroïdienne. Depuis 3 ans, une campagne de prévention du paludisme est initiée par l'État du Sénégal dans la zone sud. Cette année, une innovation de taille. D'autres maladies sont ciblées par le programme de vaccination des enfants de 3 mois à 10 ans. Pour la CPS, c'est les enfants de 3 mois à 10 ans. Maintenant, pour les activités de dépistage de la tuberculose et de la malnutrition, ça, c'est une innovation de cette année. Voilà, on va jusqu'à 14 ans. L'enquête consiste à demander est-ce qu'il y a des antécédents de tout chronique, tout de plus de 15 jours chez les enfants de moins de 14 ans. Et peut-être s'enquérir un peu des antécédents, en tout cas de tuberculose dans le foyer. Dans nos rapports hebdomadaires et nos rapports mensuels, on a eu à faire cette lecture. Et les populations aussi ont eu à voir, en tout cas, à le constater. Parce qu'elles-mêmes, elles le disent, dans leur maison, le palu ne constitue plus, en tout cas, un obstacle chez ces enfants. Parce que, je touche du bois, toute cette saison, je n'ai pas eu, en tout cas, de crise convulsive, palu grave ici. Sur le terrain, les agents sanitaires ont pu à la tâche se charge d'administrer aux enfants de 3 mois à 10 ans leur dose de médicaments. Hier, en tout cas, on a eu à mailler toute la zone. On a 26 équipes CPS et 14 équipes TB Nutrition, en tout cas qui sont dans la zone de responsabilité. Le plan de progression est affiché, l'itinéraire est respecté, les superviseurs veillent en tout cas au respect des recommandations et des directives données. Et en fin de journée, nous faisons ce qu'on appelle la synthèse.
À Tambacounda, pour réussir cette campagne de vaccination, les acteurs sanitaires ont impliqué les leaders communautaires, Badjenougor, imams, prêtres, chefs de quartier entre autres. Une stratégie qui a commencé à porter ses fruits pour cette présente campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, de dépistage de malnutrition et de tuberculose. Dans la série sur la santé, parmi les volets prévention les plus en vue au Sénégal, il y a le PEV. Le programme élargi de vaccination a permis à notre pays de maîtriser certaines maladies. Cette politique de santé est régulièrement réadaptée en fonction des défis. 6 nouveaux vaccins ont été introduits dans le PEV ces dernières années au Mbalé. Un calendrier bien établi. Depuis plusieurs décennies, le programme élargi de vaccination PEV est partie intégrante de la politique de santé infanto-juvénile de l'État. Par ailleurs, le calendrier vaccinal est sujet à des modifications au gré de l'évolution des défis de santé publique. De nouveaux vaccins sont ainsi introduits au fur et à mesure. Depuis 2012, pratiquement près de 6 nouveaux vaccins sont introduits dans le programme élargi de vaccination du Sénégal. Le vaccin contre le pneumocoque, communément appelé la pneumonie, qui est une maladie très mortelle chez les enfants, mais également le vaccin contre les diarrhées à rotavirus. Nous avons eu également le vaccin contre la rubéole. La rubéole est une maladie qui, en fait, est pourvoyeuse de malformations congénitales. Il y a également le vaccin polio injectable. Il y a également le vaccin HPV contre le virus du papillome humain, le vaccin contre le cancer du col, dont nous pensons pouvoir le généraliser à l'ensemble du pays à partir de l'année 2017. Il y a également que nous avons, peut-être que ce n'est pas une nouveauté, mais plutôt nous avons adjoint l'hépatite B à la naissance, parce que dans les 24 heures maintenant, il faudra offrir à l'enfant qui naît le vaccin contre l'hépatite B. Le PEV s'inscrit aussi dans les multiples initiatives de gratuité, gratuit certes pour les populations, mais les vaccins ont un coût pour l'État et ses partenaires. On a ce qu'on appelle les vaccins traditionnels et les vaccins nouveaux ou sous-utilisés. Par rapport aux vaccins traditionnels, donc c'est tout ce qui est rougeole, rubéole, poliomyélite, BCG contre la tuberculose. Donc ce qu'on appelle ces vaccins traditionnels-là, c'est l'État qui achète entièrement ces vaccins-là. Maintenant, par rapport aux nouveaux vaccins, il y a un système de cofinancement avec notre bailleur principal qui est l'Alliance Gavi, où l'État met une partie et Gavi complète pour acheter ces vaccins-là. Donc actuellement, le budget de l'État qui sert à acheter les vaccins tourne autour de 2 milliards donc chaque année. Et c'est un budget qui doit croître régulièrement parce que chaque année, le nombre d'enfants à vacciner augmente, mais aussi la part de l'État dans le cofinancement doit augmenter progressivement. Au-delà du circuit d'approvisionnement en vaccins qui est assez long et coûteux, la conservation est aussi une phase essentielle, d'autant que les conditions de conservation varient d'un produit à un autre. Il y a un certain nombre d'appareils qui sont homologués par l'OMS et qui sont les appareils qui sont recommandés pour conserver ces vaccins. Donc c'est des chambres froides, c'est des congélateurs, c'est des réfrigérateurs. Mais ce n'est pas comme les appareils que nous utilisons dans la vie courante, mais c'est des appareils qui ont une certaine spécificité et qui permettent de maintenir les vaccins à une bonne température. Et c'est des appareils qui coûtent excessivement cher. Je vous donne juste l'exemple d'un frigo d'environ d'une capacité de 50 litres, un frigo solaire, qui marche au solaire, qui a une capacité de stockage de 50 litres, mais qui coûte actuellement, au niveau du marché local, à 4 millions de francs CFA. Et on a besoin de ces types d'appareils dans chaque unité de vaccination. Maintenant, selon les types d'appareils les plus variés, mais c'est des prix qui varient entre 2 millions et 4 millions. Je ne parle même pas des chambres froides, où c'est quand même des vingtaines de millions qu'il faut avoir pour avoir une chambre froide homologuée. Et on a besoin de ces appareils-là partout où on doit stocker les vaccins. L'introduction de tout type de vaccin au Sénégal se fait de commun accord avec l'OMS. Il arrive que des campagnes de masse soient organisées en cas d'épidémie.
Le centre hospitalier universitaire de Fann dispose d'un centre de chirurgie cardiopédiatrique Cuomo. La structure prend en charge les enfants malades du cœur. Le centre qui sera bientôt réceptionné vient en renfort à l'offre de soins en matière de chirurgie cardiaque. La construction a mobilisé plus de 4 milliards de francs CFA. Fantabachi. Un bâtiment construit selon les standards internationaux avec tout ce qu'il y a de plus moderne pour un service médical digne de ce nom. C'est le centre de chirurgie cardiopédiatrique qui vient élargir l'offre de soins de l'hôpital Fann. Dans le temps, nous avons eu pas mal de difficultés à prendre en charge ces enfants-là. Nous avons un service de chirurgie cardiaque qui jusqu'à présent prend en charge les adultes de manière efficace, mais également les enfants. Mais pour les enfants, nous avons pas mal de petites difficultés parce qu'en réalité, l'enfant, ce n'est pas un petit adulte. Donc, on ne l'opère pas de la même manière qu'on opère les adultes. Donc, nous avions besoin déjà d'avoir ce centre-là qui respecte les normes standards et ensuite d'avoir un personnel qui est qualifié pour justement prendre en charge les petits-enfants. Le chantier bouclé, l'installation du matériel se fait progressivement. Une partie de l'équipement est sur place mais scellée. Le personnel devant servir ici est déjà formé. Nous avons eu à envoyer notre personnel, une bonne partie du personnel donc, qui va travailler dans ce centre-là en formation, certains en France et également au Vietnam, qui a permis à ces gens-là de revenir et de revenir avec d'autres compétences. Les opérations du cœur qui se faisaient parfois à l'étranger pourront désormais être effectuées ici, ce à partir de janvier prochain. On va commencer les interventions chirurgicales et ça permettra de prendre en charge tous les enfants que nous n'avons pas pu prendre en charge jusqu'à présent, faute de réceptacles, mais également faute de compétences. Ce projet a vu le jour grâce à l'appui du ministère de la Santé, du ministère des Finances, du CHU de Fann et d'autres partenaires financiers. Mais le bâtiment n'est pas complet. Sur le terrain annexé au centre sera érigée la maison des enfants. Les enfants qui vont fréquenter ce centre vont être, avant leur hospitalisation, s'ils viennent de la sous-région ou des régions éloignées de Dakar, ils vont être logés dans la maison des enfants et ils seront également là en convalescence avant leur départ. Les autorités de l'hôpital Fann veulent démarrer les premières consultations dès novembre. En novembre, on va démarrer la consultation pour justement avoir une liste d'attente qui est bien ficelée et démarrer les interventions chirurgicales dès le mois de janvier. Pour un coût global de plus de 4 milliards de francs CFA, le centre ne veut pas se limiter à la chirurgie cardiaque pédiatrique. Un comité d'initiative est mis sur pied pour étudier la possibilité de l'élargir aux adultes. Le stress est à l'origine de nombreuses maladies, la tension, le diabète, le manque de sommeil. Aujourd'hui, le stress est même incriminé dans le cancer du sein. Vrai ou pas, le stress vécu par certaines femmes peut être à l'origine de dysfonctionnements sur les organismes. Ramatadem. Le cancer, il est encore impossible aujourd'hui de dire avec exactitude l'origine du cancer. Certains accusent notre alimentation, d'autres la pollution ou notre nouveau mode de vie. Le stress est également mis en question. Mais en rencontrant certaines femmes qui luttent contre la maladie, on pourrait vraiment se poser la question. J'étais en veuvage quand j'ai senti une boule dans mon sein qui bougeait chaque fois que je la touchais. Mais à la fin de mon veuvage, la boule a grossi et s'est fixée. Mon mari est décédé. J'ai le cancer du sein depuis la mort de mon époux. Tous ceux qui ont pu m'aider l'ont fait. Je suis veuve avec 3 enfants. Je n'ai ni mère, ni père, ni frères et sœurs pour m'aider. Je n'ai personne et mes enfants sont très jeunes et étudient encore. À y regarder de près, le stress n'est pas à exclure. Trop d'idées noires, trop de problèmes dans la tête peuvent créer un dysfonctionnement dans l'organisme. Alors le stress, il est incriminé. C'est un facteur de risque avéré du cancer du sein. Autre difficulté, dans la lutte contre le cancer, l'entourage qui ne comprend pas forcément la difficulté financière et morale de la malade. Le manque de moyens qui fait que les femmes vendent tous leurs biens et finissent par espérer la venue d'une bonne volonté. Ce miracle tant attendu.
Mon fils ne va plus à l'école parce que c'est lui qui m'accompagne à tous mes rendez-vous médicaux. La dernière chimiothérapie que je dois faire est dure car je demande à tout mon entourage de l'argent pour pouvoir la faire. Je n'ai rien, je vis à Louga, je demande à toutes mes connaissances de m'aider avant de venir pour les séances de chimiothérapie. Même ma soeur qui m'accompagne, c'est moi qui paye son transport. Je suis malade et mes enfants ne comptent que sur moi. Je dois me débrouiller pour faire bouillir la marmite avant de venir. C'est ma mère qui a le cancer. Le propriétaire de la maison risque de m'expulser. Elle doit faire des analyses, un scanner, mais je n'ai rien. Au moment où je vous parle, je n'ai pas préparé à manger pour mes enfants. C'est dur. C'est une maladie difficile à vivre. C'est très très dur. Je ne compte que sur les bonnes volontés pour me soigner. J'ai même honte de demander maintenant. J'ai 2 enfants. Ma fille m'aidait, mais maintenant elle est mariée. Moi, je ne travaille pas. Ce n'est pas facile. À cela s'ajoute la charge de toute une famille après la perte de l'époux, ce socle de la famille qui prenait tout en charge dans la maison. C'est vrai, ces femmes ont besoin d'aide financière, mais surtout d'un soutien psychologique. Il n'y a pas à ce jour de psycho-oncologue à l'Institut Joliot-Curie de Dakar. C'est alors que la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer organise des groupes de parole une fois par mois pour permettre à ces femmes qui souffrent en silence d'extérioriser leur mal. Aujourd'hui, une diététicienne est invitée pour leur permettre de prendre soin d'elles par une meilleure alimentation. Premièrement, leur expliquer ce qu'est manger équilibré, qu'il faut manger tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne santé et lutter contre la maladie. Les fruits et les légumes, les produits laitiers, les matières grasses, de l'eau, les protéines, etc. Et la deuxième élément de la discussion, c'était de relever tous les effets secondaires de la chimiothérapie, parce que chacun sait que la chimiothérapie, qui est évidemment une lutte contre le cancer, mais qui aussi s'accompagne d'effets secondaires vraiment qui peuvent être terribles. Donc j'ai choisi ces effets secondaires de la chimiothérapie qui peuvent vraiment affecter l'état nutritionnel du patient. Donc par exemple les nausées, les vomissements, le manque d'appétit, les aftes dans la bouche qui peuvent empêcher quelqu'un de manger. Donc j'ai pris chacun de ces effets secondaires et j'ai donné des solutions pratiques pour pouvoir les contourner et malgré tout manger de manière correcte. Ces femmes ne cessent de se battre au quotidien car elles ne souhaitent qu'une chose, vaincre le cancer, mais surtout vivre dignement car elles ont derrière elles la lourde responsabilité d'enfants orphelins de père qui doivent très tôt faire face à la dure réalité de la vie. La rubrique santé du mercredi qui s'intéresse à la relation entre le stress et le cancer du sein. Le 29 octobre, date anniversaire de l'indépendance de la Turquie. La journée a été célébrée en présence des représentants diplomatiques des pays amis et frères. La Turquie a renouvelé ses vœux de soutenir les pays africains, en particulier le Sénégal, avec lequel les relations sont au beau fixe. Philomène Constance Diaye. 2 hymnes magnifiquement exécutés à la flûte devant des invités émerveillés. « 1923-2016, 93 ans de souveraineté de la Turquie à la suite du traité de Lausanne. Aujourd'hui, ses fils retracent l'histoire et saluent le développement de leur nation. La République de Turquie est un État qui a continué à progresser en surmontant tous les obstacles qu'elle a rencontrés depuis 93 ans et notamment grâce aux récents progrès, elle est parvenue aujourd'hui à se trouver parmi les puissances émergentes du monde. Avec son économie en croissance, sa forte démocratie, son attachement aux valeurs humaines fondamentales et sa politique étrangère de principe et visionnaire,
La Turquie continue également d'être une source d'inspiration aujourd'hui dans sa région et dans le monde. Ce 29 octobre est aussi l'occasion de louer la qualité des relations entre la Turquie et le Sénégal. Au-delà de l'amitié entre les deux pays, la coopération bilatérale est à renforcer. Le Sénégal et la Turquie entretiennent en effet de vieilles relations de coopération. Faut-il le rappeler? Nos deux pays ont célébré le 50aire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2012. La Turquie, qui a connu un développement économique fulgurant ces dernières années, constitue une destination prisée des hommes d'affaires sénégalais, faisant des échanges commerciaux le secteur le plus dynamique de la coopération. Le temps d'une soirée, les invités ont partagé des idées et des mets turcs pour célébrer le 93e anniversaire d'un pays ami. Le Népad est plus que jamais en tournant grâce à l'impulsion donnée par le chef de l'État, Macky Sall, en sa qualité de président du comité d'orientation. Selon Khadim Diop, le ministre en charge du Népad, il est l'invité de l'émission Le Point. Le prétexte, les journées de partage qui s'ouvrent demain sur la vulgarisation des résultats obtenus par le Népad. Nous l'écoutons. Le Népad est en tournant. C'est quand même les années 2000, on en a beaucoup parlé, et les populations se sont dit, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on sache ce que le Népad a fait. Mais je pense qu'avant d'en arriver à cela, il faut dire que le président Macky Sall, je pense, a bénéficié de la confiance de ses pairs en ses capacités justement à apporter un souffle nouveau au Népad. C'est en 2013 justement que les rênes du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement lui a été confié, et 2 ans après, leur confiance a été renouvelée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont salué son pragmatisme et son efficacité dans la rationalisation justement, parce que le Népad c'était quand même des projets importants, mais il fallait, pour être plus concret, il fallait faire un tri. Et le président a eu le courage de sélectionner des projets. Prioriser les urgences. Il avait identifié ces projets, voilà, à l'occasion du sommet mémorable de Dakar qui était consacré à la recherche de financement. Et l'autre innovation, c'est qu'il a apporté un procédé qu'on appelle le procédé de champion. C'est-à-dire que pour motiver davantage ses pairs africains, il a confié, par exemple, les infrastructures étaient confiées au président sud-africain, M. Thabo Mbeki, etc. Donc, ces chefs d'État champions ont boosté véritablement ces sous-secteurs, donc disons des différents projets du Népad. Il y a également qu'il est porteur d'un plaidoyer fort, parce que le Népad, il faudrait, pour le réaliser, il faudrait des partenariats gagnant-gagnant. Il a renforcé véritablement les partenariats avec les G20, les G7, etc. Et nous l'avons entendu plusieurs fois faire des plaidoyers importants pour, par exemple, la lutte contre la fuite des capitaux, le flux des capitaux justement illicite, la rémunération de nos ressources. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette volonté et des axes qu'il a posés. Khadim Diop, ministre en charge du Népad, invité de l'émission Le Point à suivre après cette édition. La caravane Wadial Magal poursuit son périple. Aujourd'hui, notre reporter nous propose l'étape de Dia, Claire Diop. Créée en 1850, Dia est une commune où vit une forte communauté mourite. Un accueil chaleureux est réservé à la délégation de la caravane Wadial Magal édition 2016. À Dia, Mourite et Tidjane vivent en parfaite harmonie. Nous sollicitons vos prières pour la réussite de notre mission. Nous sommes très contents de cette caravane. Vous travaillez pour Serigne Touba. Ici à Dia, toute la population est mobilisée pour la réussite de l'événement. Après Dia, Daour à Kerndongo, dans la commune de Latmengue, c'est sous une fine pluie que la délégation est arrivée sur les lieux. Elle est reçue par Baye Serinka, Khalif de Serigne Samba Toukoulor Ka, un des fidèles compagnons de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Samba Toukoulor Ka est fils de Sokhna Gueye Kane, qui est de même père et de même mère que Sokhna Anta Sali Kane, la mère de Mamor Anta Sali, le père du fondateur de la Mouridia. Cette pluie-là est un signe de Serigne Touba. L'eau qui est tombée est bénite. Cela me touche vraiment. Serigne Samba Toukoulor Ka a des liens de parenté avec Serigne Touba.
Dans cette chambre ont séjourné à plusieurs reprises Serigne Mor Sokhna, l'aîné de Mamor Diarra, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mourtala Mbacké, entre autres membres de la famille de Serigne Touba. Sambal Tukulor Ka mi nga xam ne jamonante woon ak Serigne Touba jamonante ku wér moo jur baayam. Serigne Sambaka était un fidèle compagnon de Serigne Touba. Le khalife général des Mourides nous a confié une mission. C'est cela qui nous a amenés ici. L'homme que nous avons trouvé ici est un grand érudit. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la pluie. ndax Serigne Touba moo ko digle ndox mi ñëw fi lu ko waral mu ne taq-taq ak lépp lu ñu àndal loo xam ne maanaam doomu aadama bëgg ko ci dundam bëgg ko ci bàmmeelam nee na ndox bi rek loolu doon dindi si. Dernière étape de la journée Ndofane, une visite de courtoisie est rendue à la communauté tidjane de la localité. La délégation a également effectué un pèlerinage en ce lieu où est enterré un des chevaux de Borom Touba. La caravane a aussi fait escale chez Serigne Mamballa Mbacké. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène en Irak, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud, où un rapport publié accentue le mécontentement des populations contre le président Zouma. Philomène Constance Diagne. En Afrique du Sud, un document de plus de 300 pages révèle de possibles crimes de corruption au sommet de l'État. Intitulé « La prise de contrôle de l'État », ce rapport officiel réalisé par la médiatrice de la République exhorte le parquet et la police à mener une enquête sur les résultats de cette étude. Le document fait état de soupçons d'influence sur la nomination de certains ministres du gouvernement sud-africain. Potentiellement explosif pour le président sud-africain, le rapport a été publié aujourd'hui, renforçant la colère des populations. Le pouvoir de Jacob Zuma s'en retrouve ainsi plus affaibli. La nouvelle constitution créant la Troisième République ivoirienne adoptée, 93,42% a annoncé la commission électorale. Un taux de participation de 42,42% a été enregistré. Les partisans du non ont récolté 6,58% des suffrages. Une fois les résultats validés par le Conseil constitutionnel, la Côte d'Ivoire va entrer dans sa Troisième République. La nouvelle constitution devrait permettre, selon le président Ouattara, de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire. L'Irak vit encore sous les tirs de canon avec la bataille de Mossoul. Les forces spéciales attendent du renfort pour avancer. À 600 mètres de l'entrée de Mossoul, les forces irakiennes sont installées dans un ancien bureau de l'organisation État islamique. Au risque d'être encerclés par les djihadistes, les militaires doivent d'abord stabiliser plusieurs zones urbaines à l'est de la ville. Les habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux. Voilà qui met fin à cette édition. Vous pourrez suivre juste après l'émission Le Point. Ousmane Ngari Faye reçoit le ministre Khadim Diop en charge du NEPAD de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Chers clients Tigo, l'identification des numéros est obligatoire. Nous vous prions de bien vouloir identifier votre puce Tigo avant le 10 novembre 2016. Pour les Sénégalais, munissez-vous de votre carte d'identité nationale et tapez le dièse 184 dièse ou appelez le 200 113. Pour les étrangers, rendez-vous en agence Tigo avec votre passeport, carte CEDEAO ou votre carte de réfugié pour vous faire identifier. Vous pouvez aussi vous faire identifier dans vos quartiers par nos agents Tigo. Tigo vous informe que passé le 10 novembre 2016, tous les numéros non identifiés seront suspendus. S'identifier, c'est protéger son numéro et continuer à profiter de nos offres exceptionnelles. Tigo vous remercie pour votre confiance. Tigo. asalaamaaleykum. mooy yéenam. waaye nu ngeen di def nii. xanaa tàllal sunu sànke bu bees bu ñu nàndal ci kër gi. te nag xamal ne lu mu gàtt gàtt dañ ko fee war a bàyyi ba ëllëg ci waxtu bi balaa ñu ciy tëdd. ah man de nawet bi laay xaar. Kumba
yow ak sa njaboot at mi yëpp ci sànke bu ñu nandal ngeen war a fanaan. yow Adama mën naa la bàyyi Jibi moom daal tey yaram bi neexul te damaa war a yóbbu sama natt bi. yaram bi tàng na de. tuuti rek maa ngay dem te ñëw. déedéet Kumba kaay. umpale woon ni daaw sama mag ñàkk na fi doomam ci ñaari fanu si buru dong. ndeysaan. te yaram bu tàng mën naa nekk si bureau li nga war a def kay mooy yóbbu ko tey ji kër docteur ci nu mu gën a gaawee. waaw sa subaa dinaa ko yóbbu kër góor gi Samb tey moom daal sama natt bi laay yóbbu. déedéet Kumba yóbbu ko ngir nga xam ba xam dafa si buru wala déet bul ko waaj naa la yóbbul sa natt. wax nga dëgg de maa ngi fay dem nii. def li wër tàggoog si bureau. li mooy Ami seen safal bi wóor. Ami sama safal bi wóor. La météo vous est offerte par Bank of Africa. La météo vous a été offerte par Bank of Africa.
Votre émission Face aux citoyens, présentée par Pape Atoumane Diao, reçoit le vendredi 4 novembre sur votre télévision nationale Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication. Au menu, le nouveau projet de code de la presse et les problèmes liés au secteur des médias, mais aussi les projets et défis dans le domaine de la culture. Mbagnick Ndiaye répondra en direct et sans détour aux questions des téléspectateurs et des journalistes Cheikh Diop, Alioune Badara Kane, Moussa Niang et François Seck. Interagissez avec le ministre Mbagnick Ndiaye en posant vos questions par SMS. Envoyez dès à présent votre message au 26 261 si vous êtes au Sénégal ou au 71 071 si vous êtes en France. Le ministre de la Culture et de la Communication en direct face aux citoyens, c'est ce vendredi 4 novembre à partir de 21h30 sur RT100 et Radio Sénégal International. Sur un terrain de foot, 22 acteurs se disputent le ballon. Un seul objectif, remporter la victoire. Le 12 novembre, en direct du stade Peter Mokova de Polokwane. Afrique du Sud, Sénégal, deuxième journée de qualification pour la Coupe du Monde en Russie sur la RTS. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous sur la télévision de tous les moments. Two crowns and a gold cup, and they're coming for the throne, love. But if your heart is a dogfight, then I'm ready to go to war like. Rough sex in the courtyard, and your legs are the North Star. Church bells, let me ring them. She looked back, said, baby, this your kingdom. Suffire d'elle-même. Oh, c'est génial, c'est génial. Allez, régalez-vous.
aujourd'hui